Bonjour à vous et bienvenue sur la philosophie de combat. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je démarre une nouvelle série de vidéos sur tout ce qui sera question-réponse, à savoir vous poser une question, j'essaye d'y répondre du mieux que je peux. On est en philosophie, c'est-à-dire que personne ne détient le savoir absolu, universel et indéniable. Donc, j'essaye de vous donner le plus d'éléments possible sur une question que vous posez. Et donc, une question qui m'a été posée sur la Noèse et le Noème de la philosophie de Husserl, philosophe allemand qui est à cheval entre le 19e et le 20e siècle. Donc, bah, je vais me faire le plaisir d'essayer d'expliquer qu'est-ce que Noèse et qu'est-ce que Noème. Alors, premier réflexe quand on a des mots qu'on a un peu de mal à saisir et le sens qu'ils ont et qu'est-ce que ça implique. Premier réflexe, bah, évidemment, de prendre le dictionnaire. Voilà, je vous en présente un, mais j'en ai un d'autre, hein, le Lalande, et puis j'en ai un autre aux éditions, voilà. Donc, c'est le Larousse, dictionnaire de la philosophie de Didier Julia. Donc, je commence par ça parce que j'aime bien ce petit dictionnaire, il est assez bien fait. Donc, je commence par ça. Je vous lis la définition. Petite précision pour ceux qui savent pas du tout qu'est-ce que Noès, qu'est-ce que Noème. Euh, c'est simple. C'est en fait en philosophie, les philosophes ont souvent tendance, comme ils parlent grec et latin, souvent, surtout avant le XXe siècle, ils ont toujours tendance à prendre des mots grecs et à les transformer, on va dire. Donc en fait, Noès, Noème, il y a tout un tas de mots qui commencent par no quelque chose, et en fait ça vient du verbe grec noein qui veut dire penser, tout simplement. Donc quand on veut utiliser ce mot, quand on veut faire super classe, alors on parle grec, et on part de cette racine grecque, et puis on traficote le mot, ce qui va nous donner noein, noosphère, noologie, noéta, noès, noème, enfin des tas de mots qui commencent par no et qui veulent tous se rapporter à la même action fondamentale qui est celle de penser. Voilà. Donc, je vous lis la définition de noèse. Qu'est-ce que peut être la noèse? Voilà. Alors, noèse, du grec noésis, intuition, forme du jugement, hypothétique, nécessaire ou simplement assertorique, c'est-à-dire qui énonce l'existence d'une chose. Opposé au contenu du jugement, le noème. La phénoménologie de Husserl oppose ainsi le sens noétique du jugement à son contenu noématique. Alors, noème. Noème, du grec noéma, conception. Objet de pensée, contenu de l'idée, opposé à la noèse, terme employé surtout dans la phénoménologie de Husserl. Par extension, toute donnée de l'intuition, tout contenu d'une proposition. On parle de contenu noématique, pour désigner un contenu de pensée. L'analyse phénoménologique des actes de l'esprit complète l'analyse noématique des objets que nous connaissons par analyse noétique de la forme de notre connaissance. Alors j'enchaîne sur d'autres mots qui commencent par cette même racine. Noeta, N-O-E, accent circonflexe T-A, ça veut dire tout simplement un intelligible. Noologique, c'est une science de l'esprit, et on a aussi dit que c'était la science de la raison pure. Noosphère, sphère de la pensée humaine. Alors je vous propose maintenant la définition d'un autre. Alors c'est un peu vieux bouquin, dictionnaire de la philosophie. Mais bon, on n'a pas toujours beaucoup d'argent et on peut pas toujours s'acheter des dictionnaires neufs qui sont pas forcément donnés. Donc moi je les prends chez les bouquinistes, hein. Alors, donc dans celui-là, un dictionnaire de la philosophie, c'est un ouvrage de plusieurs auteurs. Noès Noème, du grec, alors Noème, Noès, pardon, du grec noéma, pensée, et noésis, faculté de penser, vient de noein, penser, le verbe penser. Terme utilisé par Husserl dans l'analyse phénoménologique de l'intentionnalité pour désigner par noèse l'acte même de la conscience ou de la connaissance visant l'objet et sa représentation, et par noème le corrélat de la noèse, c'est-à-dire l'objet intentionnel visé par la conscience avec son sens et ses caractéristiques propres, sa réalité, ses modes d'apparition, etc. Alors un dernier endroit où je suis allé chercher ça, c'est dans celui-là, donc Vocabulaire, technique et critique de la philosophie par André Lalande. Alors ça, c'est vraiment un grand classique. Mais disons que ce bouquin-là, si vous vous intéressez un minimum à la philosophie, c'est bien de l'avoir, parce que la philosophie, c'est pas seulement la pratique, c'est aussi comprendre la valeur d'un mot, d'où il vient, pourquoi il a un sens en allemand et pas en français, etc., etc.
Donc là, il y a vraiment beaucoup de richesse. Il n'y a pas Noëm et Noès dans ce dictionnaire. Il est en supplément à la fin, mais je trouve que la définition me plaît pas du tout. Par contre, je vais garder un mot qui est noologique, le mot noologique. Euh, En anglais, c'est Mental and Moral Science. Alors, je vous lis un peu ce qui en est dit. Terme créé par Ampère dans sa philosophie des sciences en 1834 pour désigner en bloc toutes les sciences qui concernent l'esprit. Ensuite, on a une remarque chez Crucius et Hamilton, nanana, science de la vie créatrice de l'esprit, nanana, par opposition à la vie mentale empirique. Bon, mais aucun de ces sens n'existe en français, donc c'est bon à savoir. En français, le sens qu'il faut garder, c'est par Mentré, qui écrit dans Le Spectateur juin 1911, page 234, a proposé d'appeler noologie l'analyse et la classification des différents types d'esprits, la recherche des liaisons qu'ils offrent et l'étude de l'interaction des esprits. Donc je reprends ce que je viens de vous raconter. On a d'abord la noèse, qui est en gros l'esprit. À savoir que l'esprit c'est très complexe en fait, parce que dans l'esprit il y a on utilise du vocabulaire moderne, on en profite puisqu'on a une longueur d'avance sur tous ces gens-là, vu qu'on est 150 ans plus tard. Donc on en profite un petit peu. On peut dire tout simplement que on sait que dans l'esprit il y a du conscient, de l'inconscient, il y a des réflexes, il y a des tas de choses, d'accord? Mais à l'époque, on n'avait pas une vision, et même je dirais aussi claire qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, les choses sont pas aussi claires qu'on veut bien le dire. Mais pour comprendre pourquoi est-ce qu'on se met à penser ce genre de choses, il faut bien comprendre que Husserl, c'est avant tout un philosophe et un mathématicien. Et un mathématicien, ça cherche toujours des propositions, on va dire plus exactement des axiomes, c'est-à-dire voilà des propositions totalement exactes et qu'on ne peut pas remettre en cause. Parce que dans un esprit mathématique, si je peux donner un axiome qui est parfaitement vrai, juste et qu'on ne peut pas remettre en cause, à ce moment-là, à partir de cet axiome, je peux en proposer un certain nombre d'autres, un certain nombre de vérités si vous voulez, qui vont être justes, puisque mon axiome de départ, mon fondement, le fondement de ma philosophie, ou le fondement de ma réflexion, ou le fondement de mes mathématiques, sera absolument juste, parfait, exact, etc. Et en fait, on avait un peu ça en France avec un Descartes. Descartes qui va chercher au fond de lui-même, qui remet tout en cause, tout en doute, et qui trouve le cogito, par exemple. Et ben Husserl reprend cette démarche-là et essaye d'avoir ce qu'on va appeler un cartésianisme radical. Il va aller encore plus loin que Descartes, en fait, parce qu'il se pose des questions sur l'esprit. Et quand il va se poser ce genre de questions, il va avoir besoin d'un vocabulaire qui est noèse, noème. Encore deux, trois précisions. De noème, on tire le mot noétique, tout ce qui a à voir avec la noèse, c'est-à-dire la forme du jugement, l'intuition, l'esprit, la conscience, tout ce qui est à l'intérieur de votre tête. Si vous voulez, le fonctionnement de votre esprit, pour faire vraiment les choses simples, ça sera la noèse, et tout ce qui touche à la noèse, ça sera tout ce qu'on va appeler le noétique. Le noétique, c'est l'étude de la nature et du fonctionnement de l'intellect humain. On essaye de comprendre la limite du compréhensible, on essaye de comprendre le lien entre l'esprit humain, l'esprit divin. Bref, on essaye de partir de l'esprit pour essayer de comprendre le monde. Ensuite, deux petites dernières définitions. Donc j'avais dit noème, c'est pas comment fonctionne votre esprit en gros, c'est ce qui va analyser, l'objet qui analyse l'esprit. Et on a donc une relation noético-noématique qui est de dire il y a une relation entre mon esprit et l'objet. Et c'est ça que je cherche à comprendre, comment ça fonctionne. Voilà. Donc noématique, ça sera tout ce qui est objet de pensée et tout ce qui a à voir avec les objets de pensée. Je vais vous faire une petite histoire rapide, comme ça, en brossant à très grands traits l'intérêt de cette question. Pourquoi est-ce qu'on va utiliser noème et noèse? Faut toujours partir de l'idée qu'Aristote a proposée dans sa métaphysique, qui est de dire les sens sont trompeurs. Alors, les sens sont trompeurs, vous pouvez aussi partir, si vous voulez, si vous préférez Platon, vous pouvez partir de la caverne de Platon, c'est-à-dire en fait des esclaves enchaînés au fond d'une caverne qui ne voient que des ombres qui sont reflétées sur le mur, et un jour un esclave sort de la caverne et il découvre le monde réel. Vous voyez, il y a toujours cette idée que c'est une vieille idée indienne. Les Indiens ont un mot qui est la Maya. La Maya, c'est une espèce de voile qui couvre le monde et qu'on ne peut pas percevoir donc le monde dans sa réalité. On n'en voit qu'une partie où le monde est voilé, si vous voulez.
Et une partie de l'attitude philosophique, avant d'essayer de donner des bons conseils ou ce genre de choses, ça va être essayer de dévoiler le monde pour essayer de le comprendre dans sa réalité. Et donc je reprends cette idée d'Aristote que les sens sont trompeurs, et il a totalement raison, Aristote, parce que nous ne voyons pas toutes les lumières possibles, nous n'entendons pas tous les sons possibles, voilà, notre odorat n'est pas aussi fin que celui d'un chien ou d'un cochon, par exemple, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Nos sens sont trompeurs. Alors on pourrait dire, plus justement, nos sens sont limités. C'est-à-dire qu'ils détectent une partie de la réalité, mais ils ne détectent pas toute la réalité. Et donc, on part de cette idée d'Aristote que les sens sont trompeurs pour aller vers... Alors ça a donné, en philosophie, historiquement, ça a donné le scepticisme. Le scepticisme qui sera une philosophie qui, à la fin, dira il y a une époquée, ce qu'on appelle une époquée, c'est-à-dire un moment donné où, dans la réflexion, quand on doute de tout, euh, il y a un problème logique qui est de dire mais on ne peut pas douter qu'on doute. Et bah là, les sceptiques ont inventé un concept qui permet de clore le débat en quelque sorte. C'est de dire, bah c'est vrai que je peux pas douter que je doute, et bah j'atteins l'époque. C'est-à-dire l'absence de jugement. J'arrête de réfléchir, j'arrête de juger. Voilà la limite de mon esprit en quelque sorte. Où là, mon doute va jusqu'au moment où je saurais que je peux pas douter que je doute, parce que sinon ça me remettrait tout en cause. Et donc, bah, l'époquer. On arrive à l'époquer, c'est-à-dire le point, le sommet, si vous voulez, de la philosophie sceptique, où on dit, bah, finalement, on peut pas juger les choses. Voilà. Dans l'histoire de la philosophie, il y en a un autre qui est français, qui a repris ça très intelligemment, c'est un mathématicien, bizarrement, Descartes. Et Descartes, lui, pareil, je doute de tout. Si ça se trouve, les passants qui sont dans la rue, ce sont je sais pas, des robots sur ressort. Vous n'existez pas. Et voilà. Et on essaye de tomber dans ce qu'on appelle un solipsisme. C'est un état de conscience où on est seul au monde. Vous voyez, c'est-à-dire que plus rien n'existe sauf notre conscience. Et c'est notre conscience qui crée tout le monde. Mais comme je veux quand même toucher le réel, parce que le projet de ça, c'est pas de dire qu'on est tout seul dans son esprit et que vous n'existez pas et que le monde autour de moi n'existe pas, c'est qu'une invention de mon esprit. Comme on veut pas rester dans une sorte de solipsisme débile, il faut trouver une solution positive à ça. Parce qu'on est face à des mathématiciens et ils cherchent à trouver un fondement solide au monde. J'espère que vous comprenez la démarche. Donc une fois j'ai douté de tout, euh, Descartes va pas dire bah, l'époquer, hein, finalement j'arrête mon jugement. Il va dire cogito ergo sum, donc je pense donc je suis. Voilà. Et je pense donc je suis, donc il y a un fondement au monde qui sera l'ego en quelque sorte, le moi si vous voulez. Peut-être pas le moi corporel, mais en tout cas le moi intellectuel. Donc il y a de la substance pensante, et cette substance pensante me fait exister parce que Dieu étant substance pensante, je suis, si vous voulez, une substance pensante de moins bonne qualité, mais de la même nature que celle de Dieu. Et donc, quelque sorte, on a un fondement au monde, puisqu'on a Dieu qui est la substance pensante, qui sait tout, qui voit tout. On dira une monade, c'est-à-dire un élément qui contient tous les autres, en quelque sorte. Et donc, si vous voulez, je fais partie de Dieu en quelque sorte, où je suis j'ai un peu en moi de la nature divine, et donc on dira que le lien finalement entre mon esprit et l'esprit divin, c'est tout simplement que voilà, on est de la même nature. Voilà. Mais et puis Descartes va nous faire un discours de la méthode où il essaye de refonder toutes les sciences avec un peu de bon sens tout simplement. Hein, faut pas chercher plus loin la méthode de Descartes. Mais il y a un fondement, l'ego et Dieu. Très bien. 300 ans plus tard, arrive Husserl, qui évidemment n'est pas le seul sur la liste, hein, on pourra en citer d'autres, mais il y a Husserl qui arrive. Il y a Kant, hein, il y a beaucoup de gens qui se posent ces questions-là. Euh, et Husserl se pose la question aussi. Il dit, vous voyez, Descartes, c'est bien ce qu'il fait, mais il va pas assez loin. Parce que dans cette idée du doute qui va amener le cogito, etc., on cherche le fondement, mais pour moi, il y a un problème dans le moi, tel qu'on le dit, je pense donc je suis, il y a du jeu. Et le jeu, c'est problématique, parce que je pense, quand vous dites je pense, le jeu, c'est déjà trop complexe. C'est une idée beaucoup trop complexe, le jeu, en réalité. Le jeu, c'est beaucoup de choses. C'est du vécu, une histoire, c'est une personnalité, ce qu'on appellera on a dans l'homme un principe d'individuation, c'est-à-dire que moi j'ai un parcours, un vécu, une histoire qui fait que je suis quelqu'un de différent de vous, qui avait eu un autre parcours, une autre histoire, etc. Et il y a de l'ego, il y a du corps et de l'esprit, il y a du vécu, il y a beaucoup de choses dans le jeu. C'est très très complexe en fait comme idée. Et comme c'est un mathématicien, comment il s'appelle, Husserl, lui il veut simplifier.
on peut encore simplifier le jeu, c'est déjà trop complexe, il faut qu'on aille à une idée un peu encore plus simple. Et voilà, et c'est ça d'ailleurs c'est comme quand vous divisez, si vous divisez 20 par 10 par exemple, mathématicien il trouve ça compliqué. Vous pouvez, ouais, 20, si c'est ça. Vous pouvez diviser 2 par un ou même pas besoin de diviser, ça fait juste 2 vous voyez. Et donc le mathématicien simplifie comme ça. Et il trouve que dans le jeu, et je pense qu'il a pas tort, c'est une idée déjà trop complexe, donc il faut simplifier. Pour bien comprendre la démarche du CERL, si je regarde mon stylo c'est un objet de pensée. Si j'enlève mon stylo à ma vue, je peux toujours l'imaginer dans mon esprit comme un concept, ou comme une idée si vous préférez. Donc j'ai cette idée du stylo dans ma tête. Bon, c'est un objet de pensée. Et puis on a donc c'est un noème. Et on a la noèse. Et quand je m'intéresse à la noèse, je m'intéresse pas même au concept, même pas à mon stylo, même pas à ce que je vois, ce que j'entends. Je me pose la question de savoir comment est-ce que mon esprit a fonctionné face à cet objet aussi simple. Eh bien en fait, euh, il faut savoir que quand Leibniz disait que quand une vague va s'écraser sur une plage, vous ne détectez pas toutes les milliards de gouttes d'eau qui viennent s'écraser d'un coup sur la plage, vous voyez une vague. Vous voyez une vague, ça veut dire que votre esprit, inconsciemment ou consciemment, je sais pas, on va essayer de découvrir ça, voit pas un milliard de gouttes d'eau, il voit une vague. C'est-à-dire qu'il a synthétisé un milliard de gouttes d'eau en une seconde et et vous dites ah la belle vague. Vous avez pas dit ah les milliards de belles gouttes d'eau qui ensemble font un élément qui est non, vous avez dit c'est une vague. Vous avez synthétisé. C'est-à-dire que vous avez mis en une fraction de seconde, vous avez mis à bout un milliard de gouttes d'eau qui s'enroulent comme ça dans l'océan et vous avez dit ça c'est une vague. En une fraction de seconde, vous avez synthétisé un milliard de gouttes d'eau, vous avez mis ça tout ça ensemble dans une seule idée et vous avez dit c'est une vague. Et en fait, il a raison, on synthétise toujours. C'est-à-dire que, en fait, je vous dis c'est un stylo, mais mon stylo, je peux le démonter en plusieurs morceaux si je veux. Dans un stylo, vous avez, forcément, vous avez la partie, le ressort, vous avez le capuchon, vous avez des tas de choses. Et pourquoi quand je monte mon stylo, je dis pas ah le beau capuchon, le beau machin. C'est parce que tout de suite mon esprit synthétise, il voit pas le capuchon, la mine, merde, comment on remet ça? Il voit pas les éléments séparés, il voit un ensemble, mon esprit, il voit tout ensemble, il synthétise tout le temps. Et c'est ça que je veux essayer de comprendre. C'est-à-dire que distinguer un objet comme un stylo, c'est faire une synthèse. C'est-à-dire que l'esprit, à un moment donné, a ce qu'il va appeler l'intentionnalité. C'est-à-dire qu'il distingue quelque chose de particulier. C'est-à-dire que on a conscience, j'ai conscience que dans ma main, j'ai pas seulement une mine, un crayon, un machin, j'ai tout un ensemble complexe. Donc avoir conscience d'un objet, un OM, c'est déjà avoir conscience d'eux. Et c'est cette conscience-là que j'essaye d'analyser. Et il va dire la conscience, elle a une intentionnalité. C'est-à-dire que souvent on a un exercice très simple, ce qui est l'exercice d'avoir conscience de sa respiration. Quand on respire, là, quand je vous parle, j'ai pas conscience de prendre ma respiration. Et la base de la méditation, c'est toujours de se concentrer sur sa respiration. C'est-à-dire sa conscience. On ne doit plus avoir que conscience de sa respiration. C'est la base de la méditation. Eh ben, quand je fais ça, c'est-à-dire que je déplace ma conscience qui pouvait être peut-être comment dire, ma conscience elle regardait un objet ou un autre, il était un peu, on divaguait, on regardait à droite à gauche, on était, comment dirais-je, perturbé par des tas d'objets de Noëm, on dira justement, qui viennent prendre comme ça notre conscience en otage. Et puis on essaye de se relaxer, on médite, c'est-à-dire qu'on essaye de prendre conscience de quelque chose d'autre. Et justement, c'est là où notre esprit, on se rend compte du fonctionnement de notre esprit. Notre esprit avait conscience de quelque chose, je sais pas, de la voiture qui passe dans la rue, par exemple, et soudainement on dit à notre esprit, non, non, concentre-toi. Là, on fait un effort comme ça pour se concentrer sur sa respiration, par exemple. Eh ben, ça veut dire que avoir conscience, c'est une phrase importante. Avoir conscience, c'est toujours avoir conscience de quelque chose. C'est-à-dire que la conscience en soi n'existe pas. Elle est toujours une intentionnalité. C'est-à-dire que on peut pas prendre conscience de sa propre conscience. On peut prendre conscience de quelque chose de précis. On n'a pas conscience en général, si vous voulez. On a conscience, la conscience a une visée, elle a une intentionnalité. Et quand je parle de tout ça, je parle de tout ça pourquoi? Parce que j'aimerais que vous compreniez qu'il y a une relation
euh, noético-noématique, c'est-à-dire une relation entre mon esprit, ma conscience que je peux diriger. Je peux pas l'empêcher de synthétiser, mais je peux diriger ma conscience et des noèmes, des objets vers lesquels je peux la diriger. Ça peut être d'ailleurs des objets physiques comme des objets purement intellectuels, hein. On imagine un cercle dans notre esprit où on fait toujours le vieux truc, hein, ne pensez surtout pas à un éléphant rose et vous allez penser à un éléphant rose tout de suite. Donc voilà, mais il faut prendre conscience que c'est marrant ce que je suis en train de dire, mais faut prendre conscience que la conscience, elle a une intentionnalité, elle a un objet. Voilà. Donc je pars du principe maintenant que vous avez à peu près compris ce que c'est Noès et Noëm, hein. Dans la Noès, c'est le fonctionnement de l'esprit, si vous voulez. On va découvrir que dans la Noès, il y a de la conscience. Et cette conscience a toujours une intentionnalité, c'est-à-dire qu'elle va viser un objet particulier. Et que donc cet objet particulier, cette chose en particulier qu'on va viser, c'est un Noëm. Donc l'important c'est de dire on n'a pas conscience en général du monde. Et ça c'est très important, c'est-à-dire qu'on a toujours un objet à partir duquel on a non, un objet sur lequel on a notre conscience peut le viser, mais on vise pas le monde en général. C'est-à-dire qu'on n'a pas conscience de tout en général. Et c'est important de bien comprendre ça. Alors j'essaie de vous dire pourquoi est-ce que cette relation noético-noématique c'est important. La première chose, c'est de dire que j'aime bien la démarche d'Husserl, pardon, parce qu'elle est humble, une démarche d'humilité, et une démarche de dire je veux trouver les fondements de l'univers, d'accord, c'est pas très humble peut-être, mais je veux trouver les fondements de l'univers, et pour essayer de trouver ces fondements-là, il faut que je trouve des axiomes qui soient absolument justes, absolument vrais. Et quels vont être ces axiomes à partir desquels je pourrais développer une philosophie complète, à savoir une esthétique, une morale, etc., etc. Et comme souvent on part d'un solipsis, c'est-à-dire qu'on part de nous-mêmes pour essayer d'expliquer comment devrait fonctionner le monde, et c'est toujours une erreur puisque comme justement nos sens sont trompeurs, on n'a pas conscience de tout l'univers possible, et comme notre conscience, elle a une visée, une intentionnalité, elle est limitée, on n'a pas conscience de tout le monde possible. Il y a des choses que en plus de ne pas les voir, on n'en aura jamais conscience. On ne les comprendra jamais dans leur globalité pour euh, les comprendre réellement, si vous voulez. Et donc, première chose de dire, c'est une démarche humble, d'humilité. Et j'aime beaucoup cette démarche-là. Elle est très prudente. Et sachez qu'un philosophe, au-delà du bonheur, de qu'est-ce que la morale, l'éthique et l'esthétique et ce genre de choses, il cherche aussi la vérité. Et il vaut mieux se baser sur une vérité fiable, dur Kant disait apodiptique, c'est-à-dire qu'on ne peut absolument pas remettre en question pour développer une philosophie. Parce que partir sur comment dirais-je, un point de vue qui risque de s'effondrer à tout moment, c'est en gros passer sa vie à faire de la philosophie pour finalement dire quelque chose qui sera remis en question en 5 minutes. Ça n'a aucun intérêt. Donc démarche d'humilité. Deuxièmement, distinguer. Ah oui. Deuxièmement, la démarche phénoménologique de Husserl, c'est-à-dire qu'il va essayer de partir de notre conscience, c'est-à-dire ce petit bout de lequel on est à peu près sûr qu'on peut avoir conscience de quelque chose, et on va partir de ça pour essayer de découvrir des essences. Alors qu'est-ce qu'une essence? La définition, c'est la nature profonde d'une chose, pardon, la nature propre d'une chose, ensemble de ses caractères constitutifs. Et j'essaye de distinguer l'essence des choses. Alors qu'est-ce que ça peut vouloir dire ça? C'est-à-dire que la méthode phénoménologique est une méthode de description qui part à la racine des choses pour essayer de les décrire de façon la plus honnête et la plus universelle et la plus parfaite possible, si vous voulez, de sorte que avec ce travail-là, je vais pouvoir donner en gros la définition d'une chose. Vous savez, l'essence d'une chose, c'est là, vous voyez, j'ai deux stylos différents dans ma main. Il y en a un qui est vert et l'autre qui est orange, d'accord? Et en fait, si l'idée est de dire, si vous pensez que tous les stylos sont comme ça, ils sont tous verts, vous faites une erreur. Il existe des stylos orange. Si vous pensez que tous les stylos écrivent, je crois que celui-là il écrit noir, eh bien vous faites une erreur parce qu'il y a des stylos qui écrivent bleu. Si, etc., etc. Trouver l'essence d'une chose, c'est trouver pas une chose par accident. Je reprends le vocabulaire d'Aristote. C'est trouver une chose dans sa nature propre d'une chose, ensemble de ses caractéristiques constitutives. C'est-à-dire que, pardon. C'est-à-dire que ce que je cherche, c'est pas savoir. Si je veux savoir qu'est-ce qu'un stylo, je peux regarder tous les stylos du monde, mais à un moment donné, si on me dit qu'est-ce qu'un stylo, je vais pas pouvoir parler d'un stylo en particulier, il faut que je parle d'un stylo en général. Donc il faut que j'oublie mon stylo physique que je tiens dans la main, il faut que je parle du stylo en général, de l'idée de stylo, si vous voulez, et il faut que je donne l'essence de cette chose, c'est-à-dire en gros je donne sa définition, et quand j'aurai la définition du stylo, je pourrai dire, je sais ce qu'un c'est un stylo,
parce que j'en connais la définition. Donc si jamais je devais voir un stylo qui était ni vert ni orange, qui écrivait ni bleu ni etc., mettons un autre type de stylo comme celui-ci par exemple, ok il est orange mais il écrit pas de la même couleur, etc. Au moins j'aurai une définition qui décrit tous les stylos possibles et imaginables. Et c'est ça que je cherche. Pourquoi est-ce que je cherche à faire ça? Parce que le problème du solipsisme, c'est-à-dire quand vous partez de vous-même pour essayer d'expliquer le monde, le problème c'est que vous n'avez pas conscience de tout le monde parce que vos sens sont limités, je le répète, et en plus vous avez toujours conscience de quelque chose, vous n'avez pas conscience en général. Donc vous avez toujours conscience d'un objet particulier. Et le problème que j'ai avec tout ça, c'est que comment je fais pour donner une définition si je devais partir que de ma propre expérience? C'est impossible. Parce que si vous partez que de votre propre expérience pour connaître les choses, vous allez vous planter parce que vous avez vu beaucoup de stylos à travers votre expérience, mais peut-être un jour vous allez rencontrer une personne qui va vous parler d'un stylo que vous avez jamais vu, vous savez pas du tout ce que c'est, et Dieu seul sait tous les stylos qui existent, mais on peut s'entendre avec cette personne si on part de l'idée qu'il existe une définition qui va regrouper même les stylos que je ne connais pas ou que j'aurais jamais vu, et qui parle aussi des stylos que moi je connais. Donc, c'est une idée aussi qui existe chez Hegel. On ne connaît une chose que quand on la connaît sous la forme de son essence. C'est-à-dire qu'il faut en connaître la définition. Si on veut connaître une chose, il faut en connaître sa définition. C'est un peu conceptuel, mais c'est pas totalement faux, parce que souvent, si on fait trop confiance à sa propre expérience, on peut se tromper dans le sens où il va peut-être exister un élément que notre expérience ne peut pas prendre en compte. C'est pour ça qu'il faut aller vers le concept, aller vers l'idée, aller vers le général, si vous voulez. Et on peut parler des stylos quand on connaît la définition et quand on est prêt à accepter que on nous montre un stylo qu'on n'avait jamais vu avant avec une forme bizarre, etc. Et on arrive à dire oui, effectivement, c'est un stylo. Parce qu'on peut se connecter, si vous voulez, à l'autre à travers une définition, on peut tous tomber d'accord quelque part. La troisième point que je voudrais développer, donc le premier, je le rappelle, l'humilité. La deuxième, c'est une démarche phénoménologique. On décrit les choses de la façon la plus honnête possible, tout en prenant aussi comment son esprit fonctionne, qu'est-ce que son esprit distingue. Donc pour finalement connaître les choses sous leurs essences, c'est-à-dire leur définition. On peut poser des nouvelles questions qui sont très intéressantes. Euh, Pourquoi est-ce que la conscience est conscience de quelque chose? Ça, c'est une bonne question. Pourquoi est-ce que je peux pas avoir conscience en général du monde? Euh, voilà. Comment les choses se donnent à la conscience et comment elles apparaissent. Alors ça, c'est vraiment passionnant parce que si demain, par exemple, vous décidez de devenir psychanalyste, quand quelqu'un rentre dans votre cabinet, vous l'installez sur le divan, imaginons qu'on soit dans la méthode freudienne, et voilà, et il commence à parler. Il parle. Et en fait, le psychanalyste, il va pas s'intéresser à ce qu'il dit vraiment. Il s'intéresse à la manière dont c'est dit et il essaye de comprendre la conscience de la personne qui s'exprime sur le divan. De quoi a-t-elle conscience? De quoi n'a-t-elle pas conscience? Et on va essayer de faire un travail sur ça. D'ailleurs, psychanalyse, hein, psyché, ça vient de l'âme en grec, donc on l'analyse de l'âme d'une personne en quelque sorte. Il y a un milliard de méthodes, j'imagine, pour essayer de comprendre une personne dans son tréfonds, dans son intériorité, dans son intimité. Mais là, l'intérêt, c'est de comprendre, voilà, pourquoi les choses se donnent à la conscience. Si notre conscience a une intentionnalité, c'est-à-dire qu'elle vise toujours un objet et pas un autre. Pourquoi un objet et pas un autre? Pourquoi est-ce qu'on est si peu finalement objectif? On est très très peu objectif en réalité. On décrit toujours les choses de la manière qui nous arrange et on a du mal à faire ce que propose Husserl, c'est-à-dire une véritable phénoménologie, c'est-à-dire vraiment décrire les choses telles qu'elles sont sans y mettre aucun affect en étant totalement objectif. Et c'est très très difficile. Mais c'est passionnant si on peut y arriver. Et si on n'y arrive pas, pourquoi? Pourquoi est-ce que j'arrive pas à décrire des situations simples ou quand on parle de nos parents ou quand on parle de nos relations amoureuses, ce genre de choses, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à être objectif? Euh, Parce que il y a forcément quelque chose que notre conscience n'a pas conscience et qu'il faut essayer de découvrir pourquoi est-ce que j'arrive pas à voir des noèmes, des objets de pensée, pourquoi est-ce que j'en distingue certains et pas d'autres. Et ça, c'est vraiment la chose à faire. Le quatrième point, ça sera de dire, il y a une méthode. Là, vraiment, la phénoménologie, c'est une méthode, démarche d'humilité, découvrir l'essence des choses, description, descriptive. En fait, on essaie de faire ce qu'on appelle une réduction phénoménologique. C'est-à-dire qu'on va décrire un objet de la façon la plus honnête, la plus fidèle, la plus voilà, en essayant de ne, vous savez, votre esprit vous joue des tours et on va essayer d'éviter ça justement, que votre esprit vous joue des tours
On va essayer d'éviter ça, et pour éviter ça, eh ben, il faut bien une méthode. Et ce sera la méthode que propose Husserl. Euh, Pourquoi est-ce que c'est intéressant? On pourrait dire oui, d'accord, une méthode descriptive, on a déjà vu ça chez Aristote il y a 2000 ans. Mais il y a un petit plus chez Husserl. C'est-à-dire que la philosophie était arrivée à un point, à l'époque où écrit Husserl, où en gros il y avait deux dangers pour la philosophie. Il y avait soit le mathématisme, je dirais ça comme ça, soit le psychologisme. Le mathématisme, c'est de dire, si on part de l'idée que, comment dirais-je, soit de Kant, soit de Hegel, que la raison finit par s'incarner dans l'histoire et que finalement ça sera la raison qui va dominer l'humanité pour des siècles. La raison, c'est quoi? C'est tout simplement un esprit rationnel, c'est un esprit qui calcule. Si vous voulez comprendre qu'est-ce que c'est la raison, je vais vous donner un exemple tout bête. Quand vous faites un déménagement et que vous voulez déplacer un meuble, il y a celui qui dit ça passera pas, il y a celui qui dit ça passe, et il y a celui qui est rationnel, qui prend un mètre, qui mesure la taille du meuble et qui dit, mesure la taille de la porte et qui dit si ça va passer ou pas. Ça, c'est un esprit rationnel. On calcule, on mesure, etc. Voilà ce que c'est un esprit rationnel. Et de dire qu'il y a du mathématisme, c'est-à-dire que finalement la philosophie, à plus ou moins long terme, sera remplacée par les mathématiques parce que c'est pas une science aussi rationnelle que celle que les mathématiques. Et si on cherche la vérité, eh bien il faut que cette vérité soit rationalisable, c'est-à-dire qu'il faut que la vérité soit mathématisable. Et si on va dans cette direction-là, au fur et à mesure, à quoi ça sert la philosophie? À quoi ça sert de chercher la vérité? Puisque finalement les mathématiques font ça très très bien. Il y a pas besoin de philosophie. Et on veut éviter ça. Deuxième chose, on veut éviter le psychologisme. C'est-à-dire qu'il y a un peu cette science naissante de la psychanalyse, etc. Et on veut éviter le psychanalysme, c'est-à-dire d'éviter que tous les mathématiques, la géométrie, l'économie, je sais pas moi, la religion, tout ça c'est dans notre esprit en fait, c'est dans notre être. C'est-à-dire le psychologisme, c'est ce qui va dire tout ce qui existe dans tout ce qu'on produit les hommes, tout ce qui existe dans le monde, c'est que issu de notre fonctionnement interne et psychologique. Ce qu'on veut éviter, c'est ce que disait Protagoras, à mon avis, avec beaucoup d'humour. Il disait l'homme a toujours tendance à mesurer à partir de lui-même, donc l'homme est la mesure de toute chose. Ce qui est vraiment rigolo, mais non, l'homme n'est pas la mesure de toute chose. Mais ce qui veut dire, c'est que c'est vrai que si on part toujours de notre nombril pour essayer de comprendre le monde, on n'y arrive pas non plus. Parce que voilà, c'est ça. Et ce qu'on veut éviter, c'est ce psychologisme. C'est-à-dire, voilà, l'économie, c'est que de la psychologie, en fait. On peut comprendre et analyser ça à travers la psychologie. Non, c'est pas vrai. Et par exemple, de dire l'économie, c'est quelque chose de totalement rationnel et qu'on peut que comprendre à travers les mathématiques, c'est pas vrai non plus. Il faut une méthode alternative, il faut une méthode, une démarche alternative plus, comment dirais-je, plus fiable, plus stable, plus sûr, avec de meilleurs axiomes qui tend plus vers la vérité. Et ça, ce que propose humblement Husserl, ça sera tout simplement la phénoménologie. La phénoménologie, c'est décrire les choses sans avoir un principe psychologique, c'est-à-dire c'est les grandes passions qui vont dominer, je sais pas moi, l'économie par exemple, ou la religion, ou je ne sais quoi, et de dire à l'inverse que c'est totalement mathématisable, c'est-à-dire en gros l'économie, la religion, tout ça, ça se calcule, ça se monnaie, c'est que de la logique, etc. Et on veut éviter ces deux erreurs-là. Enfin, on propose d'éviter ces deux erreurs-là. Et il y a une voie médiane. Alors je schématise un petit peu parce que c'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. Mais il y aurait une voie médiane qui serait une méthode médiane, on va dire, qui serait de dire la phénoménologie. Voilà. Et c'est ce que propose. Et c'est ce qu'on veut éviter, comme je l'ai dit, c'est de tomber dans une sorte de dogmatisme qui dirait il y a que les mathématiques de vrai, d'un deuxième dogmatisme qui tend à dire qu'il y a que de la psychologie. Non, c'est pas vrai. Il y a une relation entre la noèse et le noème, et dans cette relation-là de l'esprit au monde, c'est sans doute là qu'on peut trouver de nouvelles, comment dirais-je, de nouveaux axiomes, de nouvelles façons de voir le monde, une nouvelle méthodologie pour analyser le monde. Et c'est ça qu'on cherche à développer. Donc je rappelle, hein, une démarche d'humilité, donc ça c'est souvent bon signe quand il y a un peu d'humilité. Distinguer les essences, c'est-à-dire essayer de comprendre les définitions, et à travers ça, il faut bien une méthode fiable, hein, qui repose pas sur Dieu, parce que justement, ce qu'on essaie de faire, c'est plus tout faire reposer sur Dieu, le pauvre, il a déjà assez bossé comme ça. Troisièmement, poser de nouvelles questions, c'est vrai que poser de nouvelles questions sur le fonctionnement de l'esprit. Quatrièmement, une méthode descriptive, donc j'avais déjà parlé, c'est la réduction phénoménologique, essayer de ne pas tomber dans des dogmatismes mathématiques ou psychologiques. Et cinquièmement, euh,
Cinquièmement, ce que je vous propose, c'est quelques termes husserliens et quelques axiomes. Après, vous pouvez ne pas être d'accord, mais qui, à mon avis, finalisent un peu sa philosophie, sachant que le problème d'Husserl, je le précise ici, c'est que bon, son élève s'appelait Heidegger, qui lui a un peu piqué ses idées, et que Husserl a dû fuir l'Allemagne nazie. Donc en fait, c'est pas tout à fait une philosophie qui est terminée. Malheureusement, Husserl est pourtant vécu assez vieux, mais il n'a pas eu le temps de tout finir et on n'a même pas encore tout traduit de ce qu'il avait écrit. Voilà, Husserl était juif, donc il a dû fuir l'Allemagne nazie, et il paraît que d'ailleurs Heidegger n'était même pas allé à son enterrement voilà, alors que c'est quand même lui qui l'avait formé. Bon, on va pas faire il y a aussi beaucoup derrière la philosophie des histoires passionnelles, comme on le verra chez les Grecs, et voilà. Donc la première chose que, alors là c'est très conceptuel, donc si vous dites mais c'est du n'importe quoi, vous avez le droit, hein. Husserl, pour trouver ses axiomes, va dire, je reviens sur cette idée Descartes du cogito, donc le jeu, l'ego, si vous voulez, le jeu, le moi, le corps, l'âme, tout ce qui fait la composante du jeu. On va la subdiviser. On va utiliser d'autres termes. On va dire il y a de l'ego, d'accord. Il y a de l'ego, de l'égoïsme, du narcissisme, tout ça c'est très bien. Il y a de l'ego, il y a du moi, il y a du jeu. Mais il faut partir du principe que dans ce jeu, il y a un jeu qui est tout à fait particulier qui me convient qu'à moi. Il y a un principe d'individuation, pardon, c'est-à-dire que ma personnalité n'est pas la même que la vôtre, qui n'est pas la même que celle du voisin, etc., parce qu'on a des vécus différents, etc. Donc, mais par contre, il doit y avoir un point de départ. La question c'est, y a-t-il un point de départ préexistant dans la conscience? Une sorte, voilà, ce que je cherche, c'est un fondement à la conscience. Je peux pas avoir conscience de ma conscience, ça me paraît un peu compliqué. Mais par contre, est-ce que je peux me dire, mais il y aurait un point de départ qui serait peut-être le même chez tout le monde. Et il va poser ça comme étant vrai, et il va dire, il y a donc de l'ego transcendantal. C'est-à-dire que chez tout un chacun, chez tout le monde, ça vous dépasse, vous ne l'avez pas choisi, c'est comme ça, c'est comme le temps et l'espace, c'est quelque chose qui existe, qui vous transcende, qui vous dépasse. Il y a de l'ego transcendantal. Et cet ego transcendantal, il a une intersubjectivité transcendantale, c'est-à-dire que les hommes peuvent communiquer entre eux à un niveau qui permet qu'on échange à un niveau essentiel, je dirais, au niveau des essences. C'est-à-dire que dans mon ego à moi, il faut que j'admette que j'ai une partie de mon ego, de mon âme, si vous préférez, qui est capable de communiquer exactement de la même façon avec tous les hommes. Et la meilleure preuve de ça, c'est que quand on parle de définition, on est tous capables de comprendre à peu près la même chose. Ça veut dire forcément qu'il y a un espèce de fondement au monde qui est dans l'ego, mais qui est transcendantal, c'est-à-dire qui est partagé avec tous les hommes. Et il y a une intersubjectivité transcendantale, donc je partage quelque chose une espèce de point de départ, une préexistence dans ma conscience que je partage avec tous les hommes. Ce qui veut dire que mes axiomes, s'il faut que je trouve une vérité, mes axiomes, ça sera de dire le monde existe, tout ce qui est tout, donc le monde existe, il est potentiellement objet de mon esprit, donc il est potentiellement Noëm, mais le monde existe, la vie existe et l'humanité existe. Ça veut dire que sans tout ça, je peux pas y arriver. Voilà. Et que, quatrième axiome très important, le vécu d'une personne ou l'expérience d'un autre, on peut la transmettre. Parce que justement, il y a de l'ego transcendantal. On peut, par exemple, on peut raconter une histoire à quelqu'un et le faire pleurer. Parce qu'il va ressentir en lui cette chose-là qui est très humaine, très fondamentale. Voilà. Mais ça peut aussi se faire à d'autres niveaux. L'espoir est communicatif, les concepts sont communicatifs. Quand on parle de respect ou de liberté, il faut faire attention avec la définition, mais on part du principe que si je parle de liberté et qu'un asiatique, un chinois par exemple, ou un aborigène d'Australie parle de liberté, on est capable, puisqu'on a de l'ego transcendantal, de tous comprendre la même chose. C'est très, je vous ai dit, c'est très conceptuel, mais il faut partir de ce principe-là. Sinon, on a un problème, c'est qu'on est tous des monades, c'est-à-dire que on est tous, enfin, il y a une sorte d'incommunicabilité des êtres, et comme on peut pas arriver à ce point de vue-là, parce que s'il y a une incommunicabilité fondamentale des êtres, à ce moment-là, c'est faux, puisque on est capable de communiquer avec des essences, c'est-à-dire qu'on est capable de donner une définition, on est tous comprendre la même chose d'un OM, d'un objet de pensée, et donc si on est capable de ça, c'est la théorie inverse qui est vraie.
il y a de l'ego transcendantal, c'est-à-dire qu'on est tous capables de comprendre la même chose d'un OM. Ce qui veut dire qu'on est capable de s'échanger ces- euh, cette vérité. On est capable non seulement de l'échanger, de la transmettre à nos enfants, puisqu'ils ont aussi de l'ego et une interjectivité, pardon, une intersubjectivité transcendantale. Donc on est capable de transmettre ça de façon, c'est-à-dire que ce que j'ai compris dans ma vie, je peux transmettre exactement ce que j'ai compris à la génération d'après, qui ont le même logiciel que moi si vous voulez. Et si vous croyez à l'humanité et au monde comme des axiomes fondamentales, eh ben vous pouvez vous dire je peux la réduction phénoménologique à tout son sens, c'est-à-dire que je peux utiliser une méthode pour comprendre le monde. Quand ce que j'aurai compris, j'essaye de le communiquer aux autres et eux-mêmes le communicant vont comprendre la même chose que moi puisqu'on parle au niveau des essences et eux-mêmes vont le communiquer à leurs enfants et finalement c'est comme ça que c'est pas faux, c'est comme ça que l'humanité si on réfléchit bien évolue. On apprend des choses, on essaye de créer cette chose non pas de façon artificielle, non pas de façon accidentelle comme aurait dit Aristote, mais on essaye de trouver l'essence des choses. Et quand j'ai trouvé cette petite essence des choses, je me dépêche de l'écrire dans un dictionnaire, je transmets ça à mon gamin et j'essaye qu'à travers ce dictionnaire, il va comprendre ce que j'ai compris et il va pouvoir se baser sur mon expérience pour lui-même avoir un plus, si vous voulez, comment dirais-je, un savoir que lui-même pourra utiliser parce qu'il était juste à la base. Rien de pire que de transmettre une information à ses enfants qui n'est plus vraie à leur génération. C'est pour ça qu'il vaut mieux connaître les choses sous la forme des essences. Alors, voilà, j'ai un peu terminé mon intervention sur Noël de Noël. J'espère que vous avez compris. Euh, J'aimerais en profiter pour aller un moment détente, vous parler de deux films, même peut-être trois films d'ailleurs. Si vous voulez vous poser des questions sur qu'est-ce qu'un esprit. Alors le premier que j'ai en tête c'est Johnny Got His Gun. En français c'est Johnny s'en va en guerre. Donc c'est sans vous gâcher le film, je peux vous dire que c'est l'histoire d'un soldat qui part, je crois que c'est la Seconde Guerre mondiale ou le Vietnam, je suis plus tout à fait sûr. Il part à la guerre et il revient de la guerre en vie. Le problème c'est que il lui manque, donc il revient sur un lit d'hôpital, il lui manque ses jambes, ses bras, son visage et c'est voilà, il lui manque ses deux mains, ses deux bras, ses deux jambes et tout son visage est défoncé. Donc il ne lui reste que son esprit et ses oreilles en gros pour comprendre le monde qui l'entoure. Et c'est très intéressant, c'est-à-dire qu'il a plus de bouche, plus de nez, plus de yeux, ses yeux sont plus là. Il a un gros trou au milieu de la bouche et on le fait tenir par sous perfusion. Il a plus de bras, il a plus qu'un corps et un cœur qui bat et un esprit qui pense en fait. Et, et ce film est fascinant pour essayer de comprendre tout simplement qu'est-ce qu'un esprit. Qu'est-ce que l'esprit ou qu'est-ce qu'un esprit réduit à sa simple substance quoi, à lui tout seul, qu'est-ce qu'un esprit. Et ça c'est pas mal, ce film est fascinant, il est terrible aussi. Euh, mais voilà, c'est ça, c'est il y a plus que de l'esprit quoi, vous êtes dans le noir, vous avez plus aucune attache au monde, vous pouvez plus manger, plus sentir, vous avez juste des oreilles et votre esprit qui pense, qui voilà. Et j'avais trouvé ce film très bouleversant. Plus simple pour comprendre ce que j'ai parlé de la Maya, j'étais peut-être un petit peu confus quand j'ai parlé de ça, mais il y a de la Maya, il y a le monde dévoilé, cette idée-là. Bah, tout simplement le film La Matrice. La Matrice avec Keanu Reeves, là où ils font des super chorégraphies d'arts martiaux, etc., où ils apprennent le karaté, ils apprennent 20 ans de karaté en se branchant à une machine pendant 2 minutes, donc tout ça c'est très bien. Mais, mais au-delà des effets spéciaux et de l'intérêt du film, il y a surtout cette idée que les êtres humains dans ce film sont branchés sur des ordinateurs. Et un logiciel va programmer leur conscience pour qu'ils imaginent un monde imaginaire. En fait, pour qu'ils vivent, pour qu'ils se sentent exister réellement dans un monde totalement imaginaire, totalement artificiel. Et ce qui est fascinant dans ce film, c'est de dire un peu cette démarche de dire, voyez, si c'était vraiment comme ça que les choses fonctionnent, eh bien, comment est-ce que si on était réellement dans la matrice, je pourrais revenir au monde tel qu'il est réellement? Comment est-ce que je pourrais comprendre le monde réel si je ne pouvais faire confiance à aucun de mes sens, à aucune de mes connaissances, à aucune de mes expériences? Comment est-ce que je peux comprendre le fonctionnement du monde si je peux pas faire confiance à mon expérience, ni à mes sens, ni à rien du tout?
Et c'est ça qui est passionnant dans la Matrice. C'est un peu le même principe dans Inception, film qui est très très bien d'ailleurs. Euh, Inception, c'est pareil. Et la question est posée différemment, mais toujours aussi intéressant. Si on vivait dans un rêve, ou si on vit nos rêves, ou on s'imagine qu'on vit, mais alors qu'on est dans un rêve, comment est-ce qu'on peut revenir au monde réel sans se jeter par la fenêtre, mais comment est-ce qu'on peut revenir au monde réel si je pense que je suis dans un... Comment est-ce que je peux essayer de percevoir, de comprendre le monde réel si je suis simplement dans un rêve? Ça, c'est fascinant sur le fonctionnement purement le fonctionnement d'un esprit. Voilà. Donc, Noès Noëm, c'est d'essayer de comprendre, comment dirais-je, que, euh, vous savez, Freud disait il y a des blessures narcissiques à l'humanité quand on a Copernic, je crois, Darwin et Freud. Hein. Copernic qui a dit que la Terre n'était pas au centre du monde, Darwin qui a dit que l'homme descendait du singe, et la blessure narcissique freudienne qui disait que l'homme n'est pas tout seul en sa propre maison en quelque sorte. C'est-à-dire que l'esprit était souvent décrit par les anciens Grecs comme une maison qu'il s'agissait d'habiter et de bien meubler, en quelque sorte. Et là, on se rend compte qu'on n'est pas tout seul dans la maison, quelque part. Où il n'y a qu'une partie de la maison, il y a un sous-sol, en quelque sorte, qui est inaccessible. Enfin, qui a priori, comme ça, est inaccessible. Et, euh, et comment je peux tomber et là, quand je sais ça, comment est-ce que je fais pour trouver un axiome, comment dirais-je, comment faire pour trouver un axiome, des axiomes sur le monde, comment fonder ma pensée, ma réflexion ou mes propositions philosophiques, comment je les fonde concrètement, si je veux pas tomber dans le gouffre, quoi. Si je veux pouvoir vraiment fonder les choses, il faut que j'ai une base solide. Comment est-ce que je fais? Et ça, c'est la bonne question. Il y a pas de bonne réponse. Par contre, il y a la démarche du CERL qui est vraiment très bien, tout en humilité, tout en finesse. On va décrire les choses. Voilà, on va essayer de trouver des essences et tout ça. C'est vraiment, vraiment très bien. Alors, la vidéo se termine là. J'espère que ça vous a intéressé. J'espère que ça vous a plu. Je ne suis pas un expert sur Husserl, pas loin de là. Donc, si j'ai dit des bêtises, alors si j'ai dit des choses intelligentes, des bêtises, si vous avez plus des commentaires, mettez-les en bas de cette vidéo, ça me fait toujours très plaisir. Je suis prêt à tout reprendre de A à Z si jamais vous arrivez à me dire que tout ce que j'ai raconté c'est des bêtises, je suis prêt à tout refaire, il n'y a pas de souci. Si ce que j'ai raconté vous a intéressé, bah tant mieux. Et donc, bah je vous souhaite à vous tous une bonne continuation.